Yop les pilotes et bienvenue dans le paddock pour ce nouvel épisode de Test Drive, saison 3. On n'a pas encore eu Clyde cette saison, c'est aujourd'hui. Il va nous présenter une Toyota. Je pense que tout le monde s'y attendait. Et je vous laisse découvrir laquelle après le générique. Salut Clyde, bienvenue dans le paddock avec une nouvelle Toyota, enfin nouvelle pour nous parce qu'elle a quand même quelques années du coup. Présente-nous donc ta Starlet Glanza V. Alors, c'est une Starlet Glanza V qui revient de très très loin en fait. Elle était déjà en Belgique depuis une paire d'années. Malheureusement, l'ancien propriétaire a eu un petit souci où le frein a lâché. Elle était méchamment pliée sur l'arrière. Et là, voilà, j'ai décidé de la sauver en tant que passionné parce que c'est quelque chose de très rare. Donc pour le pédigré, donc Toyota Starlet Glanza V avec le 1300 turbo, année 96, donc c'est une phase 1, mais qui était transformée en partie en phase 2. Il y a eu plusieurs phases de la Starlet, ouais. J'étais même pas au courant. On va voir ça juste après. Donc voilà, la bête est là. La bête est là. Donc tu l'as dit, donc c'est un moteur turbo. Exact. Combien de chevaux là-dedans? Alors 135 chevaux. Et alors il y a un autobloquant d'origine dans la boîte. Cette voiture par la suite a été remplacée par la Yaris. Tout à fait. On fait la Yaris T-Sport que tu es venu nous présenter en saison 1. Exact. Laquelle des deux marche le mieux? Celle-là. Le turbo, ça change tout. Et alors sur le petit trajet entre notre point de rendez-vous et notre lieu de tournage, qui vous l'avez vu a changé parce qu'il y a énormément de vent dont on d'habitude et c'était juste pas possible. Du coup j'ai pu entendre un peu le turbo. C'est vrai qu'on entend bien même en roulant très calme. Il y a un petit côté très japonais finalement dans ce turbo qui... Donc il y a une petite dump valve H-Case, donc il faut savoir qu'elle est mécaniquement complètement stock, sauf la dump valve. Ah ça doit être ça alors qui fait ce petit bruit très japonais. C'est ça. Ça doit être très grisant au quotidien, même en roulant tranquille, changement de vitesse. C'est sympa, mais il y a un petit truc que je te montrerai juste après au niveau des petites options d'origine qui fait qu'on l'entend plus fort ou moins fort. Alors pour info au niveau du moteur, c'est le 4E FTE, donc c'est le même bloc que le 4E FE qu'on a eu sur d'autres Toyota, entre autres les Starlet 1300, les Corolla dans la même génération, donc c'est un moteur qui a fait ses preuves et que tout le monde connaît, je veux dire entre guillemets. Et ici, on a un petit turbo en plus. La dump valve, on la voit bien. Elle est bien placée en même temps. Il y a des voitures où ils la cachent en dessous, c'est triste. Eux, ils l'ont mise bien à vue. D'origine, il y a une dump valve ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Elle a été rajoutée par l'ancien propriétaire. Alors, je trouve que c'est quand même pas mal intéressant. On se connaît tous un peu l'utilité, en plus du petit pchit complémentaire. Ouais, à la limite, on l'installe plus pour le pchit que... Aussi. À part évidemment ceux qui font des prépas professionnels, mais je veux dire... Voilà, mais ici, je veux dire, c'est vrai, ça lui permet de rester sur un turbo d'origine malgré le kilométrage relativement élevé qu'elle a. Eh oui, combien de kilomètres tu dis? J'ai pas... 250 000. 250 000, c'est pas mal effectivement. Après c'est une Toyota, donc elle est à la moitié de sa vie, à peine. Encore en rodage. Oui, c'est ça. Mis à part les deux petites durites qui sont ici, le reste elle est complètement d'origine. Alors je vois quand même un petit truc qui est pas très japonais, une batterie Bosch. Mais enfin. Désolé, j'ai pris ce qu'il y avait en stock chez le fournisseur. Tu as le bip bip de porte? Oui. Ils aiment bien mettre des trucs qui bipent partout les japonais dans leur voiture. Alors on parlait tout à l'heure du fameux bouton pour le fameux double boost. Ouais. Un petit bouton qui se trouve juste là. Ah effectivement ouais. Tu le mets en low boost. La petite lumière allumée juste là. Et donc après, hop, quand tu repasses en mode normal. Et donc par défaut, c'est à toi d'appuyer sur le bouton pour choisir. C'est pas qu'automatiquement ça c'est pas automatiquement, c'est toi qui choisis au démarrage. Et du coup, dans le cas de figure où tu aurais une petite prépa mécanique, tu le mets en low boost, tu arrives sur la puissance d'origine, si tu te fais contrôler, non, elle est d'origine, monsieur l'agent. Voilà. Ils sont tout prévus, ces japonais. Niveau option, par contre, sur celle-ci, Airco, automatique. Et alors, en option sur celle-ci aussi, l'ABS. Alors, du côté des sièges, on retrouve des sièges plutôt baquets quand même, hein, sur le coup, des baquets réglables. Et alors, on retrouve les fonds des compteurs blancs. C'était très soit sport, soit tuning à l'époque. J'ai les sièges baquets, j'ai le fond des compteurs blancs. La seule spécificité esthétique au final, donc ça va être la calandre, les phares, le bouclier. Oui, alors sur celle-ci aussi, elle a un kit carrosserie extérieur que certaines n'ont pas. C'est un kit en option à l'époque de Toyota. Donc on a eu, quand je l'ai racheté, le kit à l'arrière était explosé du fait de l'état dans lequel j'ai récupéré. Mes collègues carrossiers ont fait un super boulot, parce qu'ils ont réussi à la sauver. Mais il y a eu du taf. Sur la phase 1, les phares arrière sont les mêmes que sur la Starlet européenne. Ici, je dis, elle est passée un peu en phase 2, les phares arrière sont des phares de phase 2.
Et les feux de recul qui sont très très gros, ça me rappelle une marque de Blitz. Alors comme souvent, on voit sur la calandre que il n'y a pas le logo Toyota, ils se sont dit on va mettre un lettrage avec le nom du modèle, enfin de la version en l'occurrence. Tout à fait. Alors je parlais tout à l'heure de phase 2, etc. Donc il y a eu plusieurs versions qui sont sorties. Tu as la version, la Starlet normale qu'on a connue. Ouais. Tu as la Starlet Glanza S, qui est la version spécifique japonaise, qui porte le 1300 aussi, mais sans le turbo, avec renfort complémentaire, donc barre anti-rapprochement à l'avant et à l'arrière. Et la Glanza V, qui est la version turbo, avec un châssis un petit peu plus retravaillé, un petit peu plus de pointillure au niveau de la caisse. C'est un petit peu le même délire que sur la Yaris T-Sport et la C'est ça. T-Sport Turbo qu'on n'a pas eu, mais tout que à les fait. Japonais vont. Heureusement que l'importation est là et qu'on peut le faire, parce que sinon, ce serait bien triste de ne pas pouvoir faire connaître ce genre de choses. Ce serait effectivement triste. Du coup, elle est originaire du Japon, on n'a pas vraiment dit, mais bon, je crois que ça s'est compris jusqu'à Exact. présent. Du coup, il y a des modifications que tu as dû ou que l'ancien propriétaire a dû apporter sur le véhicule. C'est pas, peut-être, Non parce du que- tout. Donc en fait, donc la voiture a été achetée en 2007 au Japon par un concessionnaire Toyota en Angleterre, qui l'a importée, qui l'a mis dans son showroom de 2007 à 2011. En fait, il espérait la donner à son fils, qui n'en a absolument pas voulu. Donc il l'a vendue et l'ancien propriétaire belge, lui, était la chercher, il l'a homologuée. Pour l'homologation, elle est passée avec des phares de Starlet européennes, mais qui sont un peu plus petites, hein, donc ça décale un peu au niveau de la calandre, avec des gros trous au niveau du phare. Comme c'est quand même méconnu, l'avantage par rapport à la Soarer où les gens voient quand même un gros bac et on te cherche un peu pour jouer, etc. Là, les gens, c'est une Starlet quoi, donc Je crois que la plupart des gens ne se souviennent même plus de la Starlet. c'est ça. Sauf ceux qui en ont une ou qui ont eu un Exact, proche qui en a une. C'est quoi cette caisse de papy et voilà. Oh, feu rouge, t'es tranquille. Après bon, elle a quand même un look un peu sportif quoi, je veux dire, il y a quand même Bah, c'est bouclier proéminent, un petit béquet qui est discret mais qu'on voit quand même. une Starlet tuning quoi, dans la tête des gens. Ouais, c'est vrai. C'est normal. Je fais du tuning. Comme les voitures que tu nous présentes habituellement, c'est une caisse de connaisseur en fait. On croit que c'est une C'est ça. caisse normale alors qu'en fait non. Exactement. Ouais, tu sais bien que j'aime bien tout ce qui est différent, tout ce qui se démarque un peu. Hein. C'est ça. Ouais. Hop. Non mais ça faisait longtemps que j'avais plus fait un calage. J'ai même été surpris de ne pas caler avec la Jeep Willys sur mon dernier test, ma perso. Désolé pour ma conduite de papy. Je crois que tu m'as jamais vu conduire aussi mal. Bon là, en même temps, enfin, la Soarer c'était facile, c'était une automatique. Moi je ne dis rien, hein. C'est toi qui es filmé donc. Oui, mais bon après voilà, c'est un fait, là je conduis vraiment like a papy. En même temps, je ne la connais pas et c'est que l'accélérateur est fort. Ouais, l'accélérateur est assez direct. Donc attention aussi que tu as des commodos qui sont inversés du fait que c'est une véritable JDM. Oui, moi je commence à avoir l'habitude en vrai. Ah, mais il y a une Starlet justement à droite, tu vois, en bleu. Ah bah ouais, bah c'est ça que ma tante avait. Mis à part que quand on lève le pied, on entend la dome valve, c'est une voiture tout à fait ordinaire. C'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, quand tu es au feu rouge, t'as pas de. Ouais, c'est ça. C'est pas exceptionnel Et comme ouais, quand elle tu fait la vois, pas, donc, particulièrement une sonorité sportive. C'est pas comme quand t'étais venu avec la Yaris en saison 1, où c'était un double tournage avec la Boxster de l'épisode 1 de Titi, et où on t'attendait à notre point de rendez-vous, t'étais 2 carrefours avant, on se regardait avec Titi. Et on se dit, il arrive. Titi en mode c'est les voitures bizarres qui arrivent, et moi en mode c'est un moteur Toyota qui arrive. Je me dis la voiture de Takumi, c'est sûrement Clyde. C'est que la Yaris elle faisait vraiment un bruit de 4AGE de l'extérieur. Hein. Il y a beaucoup de gens qui me disent que le bruit de la Yaris c'est très sympa. Ah ouais, c'est vraiment. Quand t'es fan initial, dès que tu l'entends arriver au loin, tu te dis oh, il avait 86. Voilà, je pense que les gens qui roulent avec la vitre ouverte, au moment où on change de vitesse, doivent quand même, à mon avis, regarder derrière eux et se dire t'as un bruit bizarre ce moto là. Une Starlet. Vous connaissez? Non, mais lui apparemment il connaît les Glanza. Donc l'hybride, t'as beaucoup de gens qui ne connaissent pas et qui ont peur. Mais à l'occasion, tu verras que l'hybride ça peut être vraiment chouette. En fait, je pense que ça dépend de l'utilisation que tu as du véhicule. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je suis pas forcément contre la voiture électrique, mais je suis contre le fait qu'on l'impose à tout le monde. Si tu es tout le temps en centre-ville, une voiture électrique, bah oui, c'est bien, ça fait pas de bruit. De toute façon, pour rouler à 50, t'as pas besoin de plus. Mais là encore, on peut se poser des questions. Quand tu vois que certaines voitures, la Honda E par exemple, qui me plaît beaucoup, que j'espère pouvoir présenter dans un futur test drive, c'est une voiture que je trouve sympathique, elle est jolie. Bon, voilà, on espère la fiabilité japonaise puisque c'est une Honda. Après, bon, Honda n'est pas spécialiste des moteurs électriques, mais voilà.
chevaux que ma MX-5 pour rouler à 50 en ville avec. Parce que techniquement, c'est pas des voitures d'autoroute quand même. Donc à quel moment tu vas aller faire un 0 à 100 avec une Honda E quoi. Je peux comprendre que qu'il y ait cet aspect performance des voitures électriques avec Tesla ou Porsche. Mais une Honda E, en vrai, elle ferait 30 chevaux, ce serait assez. Ce qu'on recherche, c'est le couple. Et avec un moteur électrique, tu l'as instantanément, donc t'as pas besoin d'avoir 150 chevaux. Surtout quand, comme tu le dis, c'est des voitures de ville, tu vois, c'est des voitures. Ah oui, c'est ça. C'est celui qui va faire. Et surtout quand tu vois le prix auquel ils vendent ça, quoi. Ça, c'est toutes des électriques. Hein. Oui, mais bon, quand tu vois le prix d'une Fiat 500 ou d'une Honda E, elles sont assez proches, c'est plus cher qu'une MX-5. Ouais, bien sûr. Et la MX-5 a augmenté de prix. Vous êtes obligé vraiment de les faire aussi chères, quoi. Et aussi puissantes, parce que finalement, ça sert à rien. Non, mais je pense qu'ils ont sur une guerre un peu la puissance et c'est dommage. Je pense que pour moi, l'argument qu'on pourrait faire avec une électrique, ce serait l'autonomie. Elle serait moins puissante. Elle irait peut-être plus loin. J'en suis persuadé. Aussi, il y a des voitures électriques qui cherchent pas du tout à mettre les performances en avant. Le problème, c'est qu'ils mettent pas le design en avant non plus. Encore une fois, comme on dit toujours, la beauté c'est subjectif. Hein, mais je prends la Kia EV6 pour une électrique, je trouve ça superbe. Ah, j'aime pas trop. Voilà. Dans les coréennes, je préfère les Ioniq 5 chez Hyundai. Qui est sympa aussi. Qui est un peu design brick, mais je sais pas, il y a un petit côté AT80 qui me dérange pas. Après, ça va, je suis réconcilié avec les designers de chez Toyota, puisqu'ils ont fait la GR86, la GR Yaris, la GR Supra. Ah bah, j'avoue. Je te dis, bon, en fait, ça va, ils ont pas perdu la main, c'est juste que sur les voitures un peu économiques, ils se sont dit qu'ils allaient faire vraiment un design où le vent dicte le reste, et puis c'est moche. Oui, mais c'était dessiné par le vent. On veut pas savoir d'où sortait le vent. Les camarades sont encore dehors. Ah non, c'est vrai que niveau design, mais tu vois la GR4, la GR86, la GR Supra. La Supra. La Supra. Avec le Z. Également disponible avec un 4 cylindres en ligne. Mais bon, on va pas les blâmer puisque Ford fait la même chose depuis perpète sur la Mustang. Donc bon. C'est bon à gauche si tu veux y aller. Ouais, c'est pour ça que je me suis décalé, c'est parce que je me dis, il n'y a rien qui arrive, allons-y. Accélérer un petit peu, hein, l'homme de Beaumois c'est là pour ça. Surprenamment, la madame à pied ne s'est pas retournée en mode qu'est-ce qui se passe-t-il. C'est une sorte d'économètre, les lumières qui s'allument là sur le contour. Non, c'est pour la pression turbo en fait. Ah d'accord. C'est étonnant qu'on voit très peu finalement ces autos dans les jeux. Je trouve ça quand même marrant, ils ont mis des poignées de maintien conducteur et passager avant mais pas derrière. Alors qu'on a des sièges baquets donc on est déjà maintenu de base. Et que le conducteur il se tient au volant normalement, pas au plafond. David Koutenov. S'il y a de la place pour faire demi-tour. Testons la maniabilité de l'engin. Ça tourne large. Du coup, tu sais, les lumières correspondent à combien de pression à chaque fois ou pas? Aucune idée. J'aurais tendance à dire que la première c'est 0,3 et la deuxième 0,6. Mais par contre, je n'ai jamais vu la dernière tout dessus allumée, donc je ne suis pas persuadé que ce soit au niveau des pressions. Peut-être que quand la dernière s'allume, c'est pour te dire là il y a trop de pression, il y a quelque chose qui va pas. Elle est peut-être rouge d'ailleurs. Elle est peut-être rouge, effectivement. Fin du test routier. Une voiture assez classique en fait, comme tu le disais tout à l'heure. T'es dans la rue, personne ne sait que c'est une sportive. Encore que si les gens ouvrent l'œil quand même, bon. Quand même un pare-choc un peu acéré, une entrée d'air de capot. Ah, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment une caisse qui passe vraiment partout, qui est vraiment très discrète. Et tu joues avec quand tu as envie, quoi. Tu te fais pas embêter à tous les feux rouges avec le petit kéké qui veut te taper un démarrage et qui vient te pousser derrière, te faire des appels de phare. C'est quand même vachement plus agréable de pouvoir rouler comme ça. Ouais, effectivement. Et alors je rajouterais quand même, moi ça fait quand même un moment que je conduis surtout des voitures modernes, enfin surtout Mia. Mais mis à part les premiers démarrages où il fallait le temps de m'habituer à la voiture, mais c'est normal. Bon, là j'ai vraiment roulé comme je conduis avec Mia, c'est-à-dire je pense que le turbo il était à 0,01 bar à certains moments et elle s'en fout, elle roule quand même. Bien sûr. Alors on va passer à la phase que certains d'entre vous attendent, les points forts et les points faibles de ta Starlet Glanzave. Très sympa à conduire, voilà. Très rare pour moi. Par contre les points faibles c'est la facilité ou pas de trouver des pièces de rechange, puisque tu dis ça ne reste qu'une Starlet, on l'a eu chez nous donc ça va se trouver. Ben non, justement ça se trouve pas. J'ai beaucoup plus facile à trouver pour la Soirer que pour celle-là.
Maintenant, je prends l'exemple dont je t'avais expliqué tout à l'heure avec les étriers de frein arrière que j'ai dû refaire parce que ceux-ci étaient totalement morts. Ah oui, tu les trouves au Japon pour pas grand-chose, mais frais de douane, importation, TVA, etc., ça pique un peu, quoi. En point faible, là comme ça, je n'en vois pas. Après, c'est vrai que pour l'avoir utilisé, c'est sûr que tu peux clairement en faire ton daily si tu as envie, quoi. Ouais, Faut juste pas avoir peur de prendre un coup sur les pièces de carrosserie spécifiques. Mais... Exact. Mais bon, après, je veux dire, au pire, on en trouve encore en Angleterre, donc ça va encore. Mais encore une fois, Brexit, douane, TVA, importation, c'est ça. Toujours. C'est toujours le problème. Parce que trouver des pièces, en général, c'est pas problématique. C'est juste le prix qui... Ouais, non, sinon après, en défaut, mis à part la difficulté de trouver les pièces bien spécifiques, là, comme ça, j'en vois pas. Donc c'est peut-être la voiture parfaite qu'il vous faut. On n'a pas parlé du tarif, ça se trouve raisonnablement cher Raisonnablement oui, cher oui. En fait, c'est une voiture qui est en train d'exploser niveau cote parce qu'il y en a encore très peu disponibles et encore en bon état. Allez, on va dire un exemplaire propre aujourd'hui. Tu tournes en fonction de l'état, kilométrage, prépa, on donne une grosse fourchette, mais entre 8 et 12 000 euros. Voilà, ce sont donc sur ces images d'un abri bus de train qu'on va se laisser. Pourquoi ? Parce qu'il y a un voisin qui débroussaille et qu'on s'entend plus. Mais peu importe. Merci à toi Clyde d'être venu pour la 3e fois en 3 saisons de présenter une de tes voitures. Avec plaisir. Et puis c'est pas fini puisque... On va essayer de présenter une presque Toyota la prochaine fois. Une presque Toyota, qu'est-ce que ça pourrait bien être ? Vos réponses en commentaire. Tu peux pas participer bien sûr. Oui. Et puis je pense que globalement les gens vont tomber sur la bonne marque. Mais auront-ils le bon modèle ? Et le bon millésime ? Allez, on va juste donner un indice, les deux marques sont liées. Sinon ce serait pas une presque Toyota. C'est pas un indice non plus. Et puis voilà, du coup, merci à tous de m'avoir suivi. Si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à activer la cloche de notification. Vous pouvez également soutenir le paddock en cliquant sur les boutons rejoindre. Tous les liens sont en description. Et d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, portez-vous bien. Ciao.